Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans cette édition. Voici les principaux titres. Assemblée nationale, 4 projets ont été adoptés lors de la séance publique d'aujourd'hui. Autre titre également dans cette édition, au Yémen, des combats de plus en plus intenses autour de la capitale. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, s'est entretenu hier soir au téléphone avec l'émir du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Les discussions ont surtout porté sur les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays et les deux peuples frères. Les voies et moyens de renforcer ces liens déjà privilégiés dans tous les domaines, notamment politiques et économiques, ont ensuite été évoqués. Les deux chefs d'État ont ensuite étendu les échanges autour des principales questions à l'ordre du jour sous les sous-régions et dans le monde musulman. Ces échanges avec l'émir du Qatar s'inscrivent dans le cadre des consultations et contacts que le président Guelleh entretient périodiquement avec ses homologues et ses chefs d'État des gouvernements des pays frères et amis. C'était dans les titres à l'Assemblée nationale. Les députés se sont réunis aujourd'hui pour participer aux travaux de leur deuxième séance publique de la deuxième session dite ordinaire de la 7e législature. 4 projets de loi étaient à l'ordre du jour et ont été approuvés à l'unanimité par les parlementaires présents. La suite avec Hamza Mohamed. À l'Assemblée nationale, les députés se sont réunis aujourd'hui pour participer aux travaux de leur deuxième session publique de la deuxième session dite ordinaire de la 7e législature. 4 projets de loi étaient à l'ordre du jour et ont tous été approuvés à l'unanimité par les parlementaires présents. Il s'agit des projets de loi suivants. Projet de loi des finances numéro 120-2015 portant budget initial de l'État pour l'exercice 2016. Projet de loi numéro 116-2015 portant adoption des comptes financiers de l'EDD pour l'année 2011. Projet de loi numéro 116-2015 portant adoption des comptes financiers de l'EDD pour l'année 2012. Projet de loi 111-2015 portant renforcement de la procédure de recouvrement de cotisations sociales de la Caisse nationale de sécurité sociale, la CNSS. Le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed ainsi que plusieurs membres du gouvernement, dont le ministre du budget Bodé Ahmed Roblé, le ministre du travail chargé des réformes administratives Abdi Hussein Ahmed et le ministre de l'énergie Ali Yacoub ont pris activement part aux travaux de cette session afin de défendre le projet débattu et le faire avaliser par les députés. Cette séance plénière a été présidée, comme à l'accoutumée, par le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Humed. L'ordre du jour de la deuxième séance publique de la deuxième séance ordinaire de l'année 2015-2016 de la 7e législature. Donc, ordre du jour de cette séance. Le premier point à l'ordre du jour, projet de loi des finances numéro 120-2015 portant budget initial de l'État pour l'exercice 2016. Le deuxième projet à l'ordre du jour, donc projet de loi numéro 115-2015 portant adoption des comptes financiers de l'EDD année 2011. Troisième projet de loi numéro 116-2015 portant adoption des comptes financiers de l'EDD de l'année 2012. Quatrième projet de loi numéro 111-2015 portant renforcement de la procédure de recouvrement de cotisations sociales de la SNCS. Les députés UNP comme ceux de l'opposition n'ont pas manqué de questionner les membres du gouvernement concernant les 4 questions de loi. Voici un extrait de cette séance. Je voudrais poser une question sur le recrutement qui sont prévus pour l'année 2016. Monsieur le ministre, ces recrutements sont-ils des recrutements ou des régularisations des salaires des personnes déjà recrutées? Député Hassana, c'est vrai, nous avons prévu, et quasiment pour tous les départements ministériels, de recrutement. Seules quelques régularisations concernant l'ODEC et le ministère de l'Énergie, quelques éléments,
Sur 80 personnes prévues pour l'énergie, une dizaine sont de régularisation. En ce qui concerne les autres départements, il s'agit des nouvelles postes budgétaires ouverts au titre de l'année 2016 et non pas de régularisation. Merci. Quelles sont les voies et moyens pour faire profiter à l'EDD les dons octroyés par les organismes internationaux? Quel est le cahier de charge de l'EDD vis-à-vis des tarifications pour une baisse de prix à court et moyen terme? Merci, Monsieur le Président. L'honorable député Mahdi Moumine a posé deux questions. La première porte sur les dons qui sont accordés à la République de Djibouti, mais qui ne sont pas rétrocédés à l'EDD, mais plutôt prêtés sous forme de prêts à taux concessionnels, ou plutôt à taux zéro. Je crois que la réponse est dans la question. Le don est fait à l'État, le don est fait à la République de Djibouti, il n'est pas fait pour l'EDD, qui est un établissement autonome à caractère industriel et commercial. Donc, si l'État fait un effort au niveau de l'EDD, ça ne peut être que sous forme de prêt à taux zéro. Il n'a jamais été donné à un établissement autonome. Les partenaires, les pays amis font des dons à la République de Djibouti. Concernant la baisse des tarifs, je crois que lors de la dernière séance au niveau de la commission de finances, on a répondu à cette question. Début janvier, le gouvernement va consacrer une baisse, mais le gouvernement a fait le choix du secteur marchand, qui est le secteur créateur d'emplois. Donc, en janvier, nous aurons une baisse, mais cette fois-ci, nous allons consacrer au secteur marchand et un peu plus tard au secteur industriel, dès que nous aurons fini les calculs avec le ministère du Budget. Merci. Monsieur le ministre, que pouvez-vous nous dire concernant la situation de recouvrement de cotisations dans le secteur privé, tel que le prestataire employeur, dit Haliglé, sachant qu'ils sont des employés nécessitant une couverture médicale? Merci. Madame Ouma vient de poser une question concernant les recouvrements des sociétés détenues par des Djiboutiens qu'on appelle vulgairement Haliglé. En effet, vous avez compris dans le rapport de M. Mahdi que ce sont les sous-traitants qui sont effectivement des Djiboutiens qui posent problème, alors que les sociétés étrangères avec lesquelles ils travaillent leur versent les cotisations dues à la CNSS. Ce sont ces Haliglé qui ne respectent pas toujours la loi. Et la CNSS a mis en place un certain nombre de mesures pour recouvrer ces cotisations le plus rapidement possible. Parce que vous savez qu'avec le ministre du Budget, nous avons œuvré pour que déjà la directrice de la CNSS et le directeur des impôts puissent travailler de concert. Aujourd'hui, si vous n'avez pas payé vos cotisations, vous ne pouvez pas avoir votre patente. Depuis ce jour-là, on a évité que beaucoup de sociétés qui sont récalcitrantes bénéficient, comme auparavant, chaque année de patentes, alors qu'ils avaient derrière eux des ardoises par rapport à la CNSS. Concernant ces recouvrements, il y a les mêmes mesures qui sont mises en place. Nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que la CNSS recouvre 100% de ce qui lui est dû, mais soyez-en certains, la CNSS œuvre pour que ces recouvrements soient effectués le plus largement possible. Et par la suite, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, qui a défendu le projet de budget de l'État pour l'année 2016, a par ailleurs saisi cette opportunité pour exprimer sa profonde tristesse suite aux incidents et violences qui ont eu lieu récemment à Balbala. Il a adressé un message de condoléances aux familles des victimes des incidents qui se sont produits le 21 décembre dernier. Je vous propose de l'écouter. Mesdames et messieurs les députés, messieurs les membres, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, je voudrais ici d'abord
présenter les condoléances du gouvernement pour les morts qu'il y a eu près de Balbala. C'est un incident malheureux, même si certains voulaient profiter de cet incident pour exploiter. Nous voulions ici présenter donc nos sincères condoléances à ceux qui sont morts et nous souhaitons le bon rétablissement aux blessés, qu'ils soient civils ou agents de sécurité. Ceux qui ont tenté de faire de cet incident une exploitation politique, ils l'auront qu'à leur dépens. 1 minute de silence pour le Fatah. Et durant cette journée du 21 décembre dernier, rappelons-le, de nombreux dégâts ont été perpétrés sur des lieux publics. Les locaux de la société immobilière de Djibouti ont été saccagés. Des engins, des camions bennes appartenant à l'office de la voirie de Djibouti ont été incendiés volontairement. Ces camions neufs ont été incendiés au moyen de cocktails Molotov. À cette longue liste des dégâts matériels perpétrés par ces malfaiteurs s'ajoute la dégradation des véhicules privés dont des vitres ont été brisées et de nombreuses maisons saccagées. La base de la direction des travaux publics a fait l'objet également d'actes de vandalisme, notamment sur les engins stationnés sur cette base. Et enfin, des établissements secondaires ont été également vandalisés par ces malfaiteurs. Toujours à l'Assemblée nationale, se sont tenus dans ces locaux une conférence des présidents conformément à l'article 21, alinéa 1 et 2 du règlement intérieur. La conférence des présidents des groupes et des commissions parlementaires s'est tenue aujourd'hui en début de matinée dans la salle des commissions permanentes de l'Assemblée nationale. Les débats de cette séance de travail étaient conduits par le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad. Le gouvernement a été représenté par le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed et la ministre de la promotion de la femme et du planning familial chargée des relations avec le Parlement, Hassana Barkhat Daoud. Notons aussi que la présence autour de la table ronde des deux vice-présidents, des présidents des commissions permanentes et présidents des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale. Les représentants de l'exécutif, les teneurs du Parlement ont discuté d'un point à l'ordre du jour. Il s'agit du projet de loi portant sur l'état d'urgence. Les deux parties ont convenu de soumettre ce projet de loi à l'aval de la commission permanente compétente. En nouvelle nationale toujours, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Badoula Hassan Badoula, a reçu à son cabinet aujourd'hui une délégation cubaine pour une visite à Djibouti de travail. Ont été abordés lors de cette réunion les points suivants: le retard dans l'exécution de la convention de partenariat, les conditions de prise en charge des experts cubains par le département, la mise en place d'un cahier de charge avec un plan de travail avec le directeur de l'INFS et donner plus de chance aux jeunes filles pour la pratique du sport, ainsi que prévoir une réunion avec les fédérations sportives pour comprendre le rôle de chacun, mais également l'assistance technique et linguistique des experts pour des jeunes formés à Kiba. Le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Badoula Hassan Badoula, a rappelé l'excellente relation entre les deux pays, que l'arrivée des experts qui était attendue et la concrétisation de la volonté des deux parties. Il a par ailleurs souligné que cette coopération a donné ses fruits, plus de médailles remportées par nos athlètes, l'amélioration des records et que son département ferait tout pour éviter le dépaysement des experts qui doivent se sentir ici chez eux. L'ambassadeur cubain Lucif Sadine Tassé a profité de cette occasion pour remettre l'original de la convention au secrétaire d'État de la part de l'ambassadeur djiboutien résident à Cuba.
National, toujours dans le cadre de la surveillance sentinelle qui s'est déroulée aujourd'hui à l'hôtel de l'Acacia, un atelier de renforcement de capacité en faveur des personnels de la santé. De nombreux médecins des centres des hôpitaux du pays ont assisté à cet atelier de renforcement de capacité pour les personnels sanitaires dans les cadres des surveillances de santé publique qui avait pour objectif également comment faire face à ces maladies. Le docteur Hussein a donné durant cet atelier plus de précisions en ce qui concerne les différentes maladies et comment se préserver de ces derniers. Les participants n'ont pas manqué l'occasion de pouvoir poser les questions dans cet atelier qui vise à renforcer les capacités en faveur des personnels de la santé. Cependant, les médecins réunis ont évoqué sur les renforcements des capacités sur la surveillance dans les centres de santé de pays. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, en collaboration avec le ministère de la Santé, a mené cette semaine dans les 5 régions du pays une opération des examens d'acuité visuelle des candidats sélectionnés à la formation sur la conduite routière qui va bientôt être lancée aux jeunes de ces régions du pays. Une équipe du ministère de la Santé a sillonné les 5 régions de l'intérieur pour faire subir aux 100 candidats sélectionnés de chaque région le test d'acuité visuelle. Ainsi, l'équipe a démarré à Dikil et ont fait subir ces examens des yeux aux candidats de cette région en présence du préfet et du président du conseil de la région de Dikil aux 100 candidats de la région okaroise. Ensuite, l'équipe a poursuivi dans les autres régions du pays, à savoir Ali Sabié, Arta, Tadjoura et Obok. Et dans chaque région, l'équipe médicale a procédé avec l'appui des directions régionaux de l'éducation et des responsables des régions à la visite médicale de tests de l'acuité visuelle pour les centaines de candidats sélectionnés pour chaque région qui vont prendre part à la formation sur la conduite routière pour l'obtention du permis de conduire. Les responsables des 5 régions ont bien accueilli ces opérations de sélection et ont félicité les efforts du ministère de l'Éducation et n'ont pas manqué de remercier le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Dr Jama Elmi, pour son initiative dans le domaine de la formation des jeunes déscolarisés. Ces derniers ont par ailleurs indiqué que ces formations répondaient aux attentes des jeunes en matière d'insertion professionnelle et étaient parfaitement adaptées au contexte de développement économique de leur région. Et les présidents des régions d'Arta et du Dikil se sont réjouis de la tenue de ces opérations des examens d'acuité visuelle des candidats sélectionnés à la formation sur la conduite routière qui va bientôt être lancée aux jeunes de ces régions du pays. Nous vous écoutons. L'initiative géniale en provenance du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, il a été initié dans les 5 régions de l'intérieur à ce que dans chaque région, une centaine de jeunes, filles et garçons, ont été sélectionnés pour pouvoir profiter et d'une manière gratuite la formation en permis de conduire dans un premier temps, pas simplement au niveau du chef-lieu de la région de Dikil, mais dans toutes les régions de l'intérieur. De ce fait, aujourd'hui, une équipe composée du ministère de l'Éducation nationale et du ministère de la Santé pour pouvoir faire subir à ces candidats les premiers tests, surtout les tests d'acuité pour les candidats. Cela démontre bien que ceci n'était pas des rumeurs, mais bel et bien une réalité concrète qui se réalise aujourd'hui. Et les 100 candidats en provenance de Yoboki, d'Assaïla, de Mouloud et bien sûr du chef-lieu de la région, c'est-à-dire le chef-lieu, la capitale de la région de Khilville, sont tous ici présents. Et en tant que président du conseil régional, ainsi que le préfet de la région et les autres responsables de la région sont ici présents pour pouvoir superviser le bon déroulement de ces opérations. L'Union nationale des femmes djiboutiennes, l'UNFD, a organisé ce dimanche un atelier de formation en étroite collaboration avec le FNUAP sur la santé et les droits reproductifs, y compris les mutilations génitales féminines. Ont participé à cet atelier de 2 jours des gens en uniforme, de la santé, de différentes brigades de la capitale telles que la gendarmerie nationale, la police nationale et les militaires. Lors de cette formation, était présent la coordinatrice du projet à l'UNFD, Ruqia Ali Djamar, la responsable de la commission santé de l'UNFD, Ruqia Youssouf, la responsable de l'agence de l'encadrement de la lutte contre le sida, Oubah,
Et du côté du FNUAP, Aïcha Ibrahim, Djama chargé du bureau, ainsi que le chargé de programme genre au sein du FNUAP, Amina Abdelkader. L'objectif de l'atelier était de former les pères éducateurs sur la santé et les droits reproductifs au sein du corps habillé. Et dans son extrait, Ruqayya a expliqué que cette formation permettra à ses participants en uniforme au sein de leur service, c'est-à-dire que la santé et le droit reproductif ainsi que la formation à leur tour ou la sensibilisation de leurs collègues au sein des différentes brigades. De son côté, la coordinatrice du projet de l'UNFD, Ruqayya Ali Djama, a expliqué que cet atelier, qui durera 2 jours, a été organisé en étroite collaboration avec le FNUAP et a expliqué que cette formation s'inscrit dans le cadre de l'amélioration du planning familial et de la mortalité infantile et de la violence du genre. On l'écoute d'ailleurs. C'est avec un grand plaisir que nous accueillons ici au sein de l'UNFD pour prendre part à l'atelier de formation des pôles de pères éducateurs sur la santé et les droits reproductifs, y compris les RGF. Cette formation s'inscrit dans le cadre de l'exécution du programme financé par le FNUAP, l'amélioration nécessaire, car les problèmes de santé sexuelle et reproductive restent préoccupantes et continuent à affecter la vie de millions de personnes dans le monde. La santé sexuelle et reproductive implique un état de bien-être général de la personne humaine, un bien-être physique et mental. Donc, elle vise à améliorer la qualité de vie des relations interpersonnelles. Il faut préciser que le concept de santé reproductive ne peut exister donc, que lorsque les personnes assument et exigent leurs droits en la matière. En nouvelle nationale toujours, page sport, la Fédération djiboutienne de football a organisé une cérémonie de remise d'équipements aux équipes de football féminin. C'était ce matin au Centre technique national. Ces équipements sont notamment composés de maillots, de crampons, entre autres. Et cette remise a vu la participation du président de la Fédération djiboutienne de football, Souleymane Ouaberi, du vice-président, de la présidente du football féminin. Cette remise de matériel témoigne de l'intérêt que porte la Fédération pour le développement du football féminin à Djibouti. Le président de la Fédération djiboutienne de football a d'ailleurs félicité le nombre de filles qui commencent à intégrer les différentes équipes féminines, et tout cela est dans la promotion du football féminin, a-t-il déclaré. Sport toujours, mais natation cette fois. La Fédération djiboutienne de natation a organisé ce week-end à l'escale de Tadjoura sa 3e journée de championnat de natation. Comme à l'accoutumée, les jeunes de la ville blanche se sont largement mobilisés pour participer à cet événement sportif qui coïncide avec l'inauguration de nouveaux centres communautaires CDC de Tadjoura. À cette occasion, grâce à la dotation de ce centre en matériel de natation la veille par le secrétaire à la jeunesse et au sport, les jeunes de la ville blanche ont pu nager pour la première fois équipés des lunettes, de bonnets et de maillots de natation. Sur le plan des résultats, encore une fois, arrivant en tête dans les catégories, les champions de Tadjoura étaient présents à ce rendez-vous sportif en confirmant leur forme et leur domination dans ce sport. Ainsi, le senior Mohamed Moussa Mohamed s'est adjugé la première, mais le champion junior Ahmed Burhan Alouane se fait surprendre par la jeune étoile montante de cette catégorie, M. Ali Saleh Abdelkader. Il faut également signaler les résultats de Safia Hussein Barkhad qui domine la catégorie minime fille. Mais il faut particulièrement souligner la performance de la petite Goumatia Mohamed Idriss de 10 ans qui est la seule à talonner. Et page nécrologie pour clore l'actualité nationale. C'est avec tristesse que nous avons appris le décès de Nour Houfanetani, surnommé Bourgal, qui est décédé hier. Le défunt, qui est né en 1947, était apprécié pour sa sagesse et son attachement aux valeurs traditionnelles et coutumières de son peuple. Feu Nour Houfanetani était le père de notre collègue ici à la radio-télévision de Djibouti, Mahdi Nour Houfane, surnommé Mahdi Bourgal. Le défunt Nour Houfanetani laisse derrière lui une trentaine d'enfants et de nombreux petits-enfants. Nous implorons le Tout-Puissant de l'accueillir en son paradis éternel, et la direction de la RTD ainsi que le personnel adresse ses condoléances les plus attristées à leurs collègues. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un.
Nécrologie toujours, nous avons appris également aujourd'hui le décès survenu hier à Djibouti de Fouziad Ibrahim Mohamed, beau-père de Simone Mibratou, secrétaire général du ministère du Budget. Le défunt est né en 1934 à Diridawa et laisse derrière lui son épouse et 5 enfants et 15 petits-enfants. Les amis et les proches du défunt adressent leurs sincères condoléances à la famille de Fouziad Ibrahim Mohamed. Que Dieu l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et dans l'actualité hors de nos frontières, la capitale du Yémen, Sanaa, est chaque jour un peu plus au cœur des combats qui opposent les forces loyalistes et les rebelles chiites houtistes malgré le cessez-le-feu signé à la mi-décembre. Le point dans cette séquence. Les miliciens houthis, opposés au régime yéménite depuis le début des années 2000, ont lancé à la fin de l'été 2014 une offensive qui leur a permis de prendre le contrôle de Sanaa dès les mois de septembre, poussant Abdurrabou Mansour Hadi, le président reconnu par la communauté internationale, à s'exiler. Depuis plusieurs semaines, les efforts de la coalition militaire arabe, pilotée par l'Arabie Saoudite, qui intervient depuis maintenant 9 mois jour pour jour, ont permis aux forces loyalistes de se rapprocher de Sanaa. En 9 mois, les frappes de la coalition leur ont déjà permis de regagner du terrain. Le président en exil a pu revenir dans le pays, à Aden, en septembre. Les Houthis conservent cependant une large partie du nord-est du pays, leur bastion historique qui a également fait l'objet des frappes de la coalition samedi. Malgré cette progression, aucun des deux camps ne semble pouvoir prendre un avantage décisif dans le conflit qui a fait au moins 6 000 morts, 28 000 blessés et 2,5 millions de déplacés, selon les Nations Unies. Après les fortes pluies, les inondations ravagent de nouveau le nord de l'Angleterre. À alerte maximale aux inondations dans le nord de l'Angleterre suite aux pluies torrentielles qui se sont abattues sur le pays ces derniers jours. La plupart des cours d'eau sont sortis de leur niche, inondant tout sur leur passage. Commentaire. Plusieurs centaines d'habitants du comté de Lancashire, dans le nord-ouest du pays, ont dû être évacués et 10 000 foyers ont été privés d'électricité. Sur place, une unité de l'armée a été déployée pour venir en aide aux résidents. Nous ne savons pas encore si la situation va empirer, explique le lieutenant-colonel Hamish Cormac du régiment de Lancashire. Ce qu'on sait, c'est que les niveaux des eaux continuent à monter et que nous allons devoir patienter. Mais nous nous préparons au pire. Au total, près de 300 alertes ont été lancées par les services météorologiques. Par tous les moyens, les habitants tentent de sauver ceux qui peuvent encore l'être, comme dans le village de Rapchester, à une centaine de kilomètres au nord de Manchester. On a construit 3 murs provisoires, raconte Eric, un habitant de la commune, mais ils viennent de lâcher. Maintenant, on s'est mis en hauteur avec nos familles, nos voisins. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On fait ce qu'on peut. Le retour à la normale n'est pas pour demain. Il pourrait même tomber dimanche, l'équivalent d'un mois de précipitations. A prévenu samedi le secrétaire d'État anglais à l'environnement. Une catastrophe à répétition. Début décembre, le nord de l'Angleterre avait déjà été inondé, provoquant d'importants dégâts. Le Premier ministre David Cameron a indiqué samedi soir qu'il visiterait lundi les régions les plus affectées. C'était les commentaires d'Idrissa Doita sur ce point que nous reformons cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent programme sur notre chaîne.